leçon puisse se concentrer. On est bon, on y va, leçon 4, vous avez tous les documents, vous avez là les objectifs, la leçon, la banque d'exemplaires, la correction et les missions qu'on fera en lien avec le chapitre. Donc vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour bien travailler sur les transformations chimiques. On est bon? Allez, alors c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental, on va parler des transformations chimiques, mais surtout de le sous-titre là, l'évolution d'un système chimique. Et c'est-à-dire essayer de comment on peut faire quand il y a une transformation chimique, il y a les réactifs qui vont disparaître, les produits qui vont apparaître, mais comment on peut quantifier ces trucs qui apparaissent, qui disparaissent? Comment on peut savoir combien on a de produits à la fin, combien doit mettre de réactifs au départ, etc. Donc là, c'est l'étude des transformations chimiques, mais avec un côté quantitatif. Hop, elle est où ma flèche? Là. Donc on va faire ça en 3 parties. D'abord, on va voir le tableau d'avancement. C'est l'outil que le chimiste a inventé pour savoir exactement, bah, où en sont ses stocks justement de réactifs, de produits. On va voir un exemple de, type de transformation qui est très courant, c'est ce qu'on appelle les réactions d'oxydoréduction, et on va voir un cas particulier des réactions d'oxydoréduction qu'on appelle les combustions. Tout ce dont on va parler, c'est visible dans la vie de tous les jours. Un clou du fer qui rouille là comme sur la photo ou du bois qui brûle, ça c'est 2 combustions et c'est 2 réactions en tout cas d'oxydoréduction. Donc ça on en voit dans la vie de tous les jours, tout le temps. Quand vous coupez une pomme et qu'elle devient marron à l'air libre, c'est une réaction d'oxydoréduction. Dans les piles, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Donc il y en a partout, tout autour de nous. Hop, on va commencer par le tableau d'avancement, d'abord. Quand on est face à une transformation chimique, là, c'est des rappels de collège, mais on a des réactifs dont les atomes vont se détacher les uns des autres pour former de nouvelles molécules qu'on appelle les produits. Et on traduit ça par une équation de réaction qu'on doit ajuster pour que les atomes et les charges électriques se conservent avant et après. Et du coup, ah pardon, il y a les petits chiffres devant, ici, là, comme le 2, qu'on appelle les coefficients stoichiométriques, qui me donnent les quantités de chaque molécule pour que justement les atomes se conservent. Hem, pour essayer de comprendre un petit peu ces coefficients, d'aller un petit peu plus loin pour découvrir le tableau d'avancement, on va prendre, une analogie. On va s'imaginer en cuisine, à fabriquer des sandwichs. J'espère que personne n'a faim. Pour fabriquer notre sandwich, il nous faut 2 tranches de pain, une tranche de jambon et on peut fabriquer 2 sandwichs, vous savez, en diagonale quand on les coupe au milieu là. Si je suis chimiste, du coup, je peux écrire ça comme ça, 2P pour pain plus 1J pour jambon donne 2SD pour sandwich diagonal. Du coup, les 2, les 1 et le 2 là-bas, ce sont mes coefficients stoichiométriques. Si, j'ai exactement les bonnes quantités dans mes placards, c'est-à-dire que j'ai un multiple de 2 tranches de pain et d'une tranche de jambon, je vais pouvoir fabriquer un certain nombre de sandwichs et j'aurai plus de pain ni de jambon à la fin. J'avais pile les bonnes quantités, ça c'est ce qu'on appelle les proportions stoichiométriques. On dit qu'on a introduit les réactifs en proportions stoichiométriques. Mais donc là, on arrive à mettre des quantités et à compter combien on va pouvoir faire de sandwich, combien il va nous rester de pain et de jambon, tout ça, mais c'est pas du tout le seul cas possible. Je peux aussi avoir trop de pain, il va me rester des tranches à la fin, ou trop de jambon et il va me rester du jambon à la fin, mais plus de pain. Voilà. Puisque la transformation chimique ou le fait de fabriquer des sandwichs, ça s'arrête dès qu'il me manque un des ingrédients. Je peux plus fabriquer de sandwich. Hem Donc, dans cette analogie, pour que ce soit bien clair, heu, les réactifs, c'est les ingrédients de départ, le pain et le jambon. Les sandwichs, c'est les produits et je vais pouvoir fabriquer un certain nombre de sandwichs. Je vais pouvoir faire la recette un certain nombre de fois. Lui, le chimiste, il va pas appeler ça faire la recette un certain nombre de fois, il a appelé ça il a inventé une grandeur pour ça qui s'appelle l'avancement. Elle se note X et ça se mesure en mol. Hem, hop. Donc, c'est pas un tableau d'avancement encore, mais on y va doucement. Admettons que j'ai au départ 10 pains, 6 tranches de jambon et un vieux sandwich de la veille. Ce sont donc l'état de mes stocks au départ, ça. Euh, je vais faire une fois l'opération, 2 pains plus un jambon, donne 2 sandwichs. Il me reste du coup 8 pains, 5, 6 moins un jambon, plus que 5 et les sandwichs, j'en ai fabriqué 2, j'en ai tout 3 en tout. Je recommence. Voici l'état de mes stocks. Je recommence encore. Voici l'état de mes stocks. Je recommence encore. Voici l'état de mes stocks.
Et à la fin, ben là, pour le coup, il me manquait, j'ai plus de pain, donc je peux plus faire le processus. Je fabrique, il me reste 0 pain, une tranche de jambon et j'ai un sandwich. Si on doit faire ça à chaque fois, là, on a fait en 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérations, ok. Mais admettons que je sois un gros industriel et que mon stock de pain, c'était pas 10, mais 150 000 tranches, c'est pas possible de faire ça étape par étape. Par contre, on voit qu'on fait la même opération mathématique à chaque fois. Moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins un, plus 1, plus 1, plus 1, plus 2, plus 2, plus 2. Du coup, on va pouvoir s'épargner les lignes ici parce qu'on va le mathématiser, tout ça. Donc là, si on refait un petit parallèle à la chimie, mon pain m'a manqué. J'avais plus de pain à la fin. En chimie, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant, le réactif qui est le premier à disparaître. Hop. Donc, on va simplifier les étapes intermédiaires, c'est ce que je vous disais. Je peux écrire que mon état intermédiaire, en fait, c'est 5, la quantité de matière que j'avais au départ de pain, moins 2 fois le nombre de fois où je fais la recette X, que le chimiste appelle l'avancement qui est en mol. En fait, c'est le nombre de fois où je fais la recette. Si je veux l'état final, le truc, on distingue la notation, on dit que ça va être la ligne pour le max. C'est la même chose ici, c'est la même chose ici. Attention, côté réactif, à chaque fois, on en perd des quantités, on en consomme, du coup, il y a un moins devant le X. Par contre, les produits, on en crée, donc on en rajoute, donc là, il y a un plus. Hop. Si je généralise encore un petit peu pour pas mettre un nombre précis de pain ou de jambon qui va changer en fonction de dans quelle cuisine je me trouve, on peut noter ça avec la quantité de matière à l'état initial de P. C'est ça. On se retrouve avec ce tableau d'avancement-là. Là, c'est un tableau d'avancement, ça y est. On va faire exactement pareil avec les équations de réaction de chimie pour de vrai. Je vous montre un exemple avec un tableau de chimie. On a C2H6O qui réagit avec 3 molécules de dioxygène pour former ces deux produits. On avait ça comme quantité de matière initiale. On soustrait l'avancement ici, le nombre de fois où la transformation chimique se passe. Ici, j'avais 1, j'ai un X. Ici, par contre, j'avais un 3, j'ai moins 3. Là, j'avais un 2 et je suis côté produit, donc c'est plus. En faisant compte du chiffre stoichiométrique. Du nombre stoichiométrique. Bien. Vous trouverez dans la leçon toutes les étapes pour bien faire le tableau d'avancement et on va le revoir en banque d'exemplaires aussi la semaine prochaine. Donc, je ne détaille pas plus ici. On va pouvoir s'attaquer aux réactions d'oxydoréduction. Donc, c'est un type de transformation chimique. Donc, je vous le disais en introduction, c'est partout autour de nous. Un clou qui rouille, la combustion d'une bûche de bois, les piles, tout ça, c'est des transformations qu'on appelle d'oxydoréduction. Dans ces transformations d'oxydoréduction, elles reposent sur le fait qu'il va y avoir un échange d'électrons entre deux espèces chimiques. Il y a l'espèce qui va perdre des électrons, qui va les donner, qu'on appelle le réducteur, et il y a l'oxydant qui va prendre les électrons. L'oxydant, il est méchant, il prend, pour le moyen mémotechnique pour retenir. Et du coup, on peut écrire ça sous forme d'équations de réaction qu'on appellera les demi-équations électroniques. L'oxydant plus tant d'électrons qu'il a pris au réducteur, ça donne le réducteur. Hop. On va mettre en œuvre, nous, une réaction d'oxydoréduction qui est assez sympa, je trouve, qui est jolie. Hop. Ça s'appelle l'arbre de Diane, c'est une transformation chimique très courante, souvent étudiée. Donc là, j'ai un fil de cuivre solide. Je vais pousser la chaise. Hop. Donc là, j'ai mis un fil de cuivre solide. Ouais, j'avais essayé de faire une libellule, mais vous voyez l'échec du truc. Hop. Et je vais verser dans du coup, le bécher une solution qui contient des ions argent. Donc la solution qui contient les ions argent, ici, là, alors elle est un peu opaque parce qu'on a dissous beaucoup d'argent, mais dans l'absolu, elle est transparente. Ouais, elle m'a fait ça. Hop. Je laisse là. On va observer ce qui se passe. Pour pouvoir continuer, je vous ai mis des images du processus
au tableau, qui est la même chose dans un tube à essai. On a mis un fil de cuivre, une solution contre l'adhésion argent, et on voit qu'au fur et à mesure, alors on va mieux le voir là normalement, mais la solution, le liquide, il est en train de devenir bleu. Et autour du fil de cuivre, va se déposer comme des petites paillettes argentées, mais c'est de l'argent solide. Donc, au début, j'avais du cuivre et des ions argent, et à la fin, on va avoir de l'argent solide et des ions cuivre. Et en fait, du coup, là, on peut remarquer que ben, le cuivre, il est devenu un ion, l'argent, il est un ion, il est devenu solide. En fait, on a eu un troc d'électrons entre les ions argent et le cuivre solide. C'est un peu lent, hein, on va continuer et je vous le passerai à la fin de la leçon. Donc, on a l'oxydant, c'est une espèce chimique qui va prendre les électrons et forcément aussi un réducteur, une espèce chimique qui va les céder, les électrons. Au passage, quand on a un élément qui va prendre des électrons, un élément qui va en donner, on appelle ça un couple oxydant-réducteur. Et c'est toujours marqué de cette façon-là, l'oxydant slash le réducteur. Celui qui prend, celui qui donne. Et avec l'état physique. Euh, et donc, si j'ai que du cuivre, si j'ai que des ions cuivre, j'ai pas d'autres couples pour faire un troc d'électrons, il se passe rien. Par contre, à l'instant où je mets un autre couple oxydant-réducteur et que j'ai en présence dans les réactifs l'un et l'autre, ça ou ça, là, le transfert d'électrons peut se faire. Donc, dans notre bécher, on a mis du cuivre solide et des ions argent. J'ai bien un réducteur et un oxydant. Il y a une transformation chimique et un troc d'électrons qui va se faire. Pour ce couple-là, on a le cuivre à l'état solide, qui est le réducteur, qui va donner Cu de plus à l'état aqueux, plus ces deux électrons. Là, on a l'argent qui va céder un électron, l'ion argent qui va céder un électron pour faire l'argent solide. Ça, c'est ce qu'on appelle des demi-équations électroniques. J'ai pris l'oxydant et le réducteur d'un même couple et je regarde comment les électrons peuvent se troquer. Comment j'ai fait pour savoir que là, il n'y en avait qu'un, qu'il y en avait deux des électrons? C'est qu'on a dit que les charges devaient se conserver. Du coup, là, j'ai une charge neutre à droite, il faut que j'ai une charge neutre à gauche. Le cuivre est chargé positivement deux fois, il faut donc deux électrons négatifs pour compenser que ça soit neutre. Pareil ici. Un plus, ben, j'ai qu'un électron, comme ça c'est neutre. Ça, vous avez dans la leçon comment les équilibrer, ces demi-équations électroniques. Là, j'ai pris exprès des cas simples dans la leçon. Il y a des cas plus compliqués où il faut rajouter des molécules d'eau, des ions hydrogène, tout ça. Donc, il faudra vraiment être très rigoureux. On le fera en banque d'exemplaires aussi, mais très rigoureux dans la méthode et bien la maîtriser, c'est-à-dire bien l'avoir apprise. Hop. Du coup, là, on a nos oxydants et nos réducteurs en présence. Ce qui va se passer, c'est que l'ion argent va venir capter les électrons que le cuivre a libérés. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec de nouveaux produits à la fin. Hop, comment on peut le formaliser, ça? C'est la manière suivante. J'ai mis tous mes réactifs ici, tous mes produits de l'autre côté du signe égal. J'additionne tout ça. J'ai fait un petit truc entre-temps, c'est que si un couple troque un électron et que l'autre en troque deux, ça va pas se faire. Parce que les électrons dans la nature tout seul, ça n'existe pas. Il faut forcément qu'il y ait un échange équitable. Comme on avait deux électrons échangés ici, ça veut dire que les proportions de celle-ci doivent se faire deux fois plus. Du coup, j'ai tout multiplié par deux ici pour avoir le même nombre d'électrons échangés dans mes deux couples. Là, ils peuvent faire leur troc. On se retrouve donc avec l'équation de réaction suivante. Du cuivre plus deux ions argent plus d'électrons me donne les ions cuivre et l'argent solide. Deux électrons à gauche, deux électrons à droite. C'est bon, le troc a bien été fait, c'est-à-dire que je vais pouvoir simplifier l'équation et écrire ça sans les électrons. Et là, on voit bien que le cuivre, il a disparu, alors qu'on a de l'argent solide qui est apparu. Ça traduit bien mon équation de réaction. Les ions argent ont disparu et des ions cuivre, puisque la solution va se mettre à bleuir, normalement, sont apparus. Tac. Donc, pareil, là, comme le tableau d'avancement, vous irez voir dans la leçon comment on combine tout ça, comment on équilibre tout ça. Il faut être rigoureux dans la méthode. Si, petite remarque peut-être.
vous le verrez plus tard, pour ceux qui vont étudier la spécialité en terminale, c'est pas parce qu'on met automatiquement un réducteur et un oxydant ensemble qu'il y a transformation chimique. Ça se fait que dans certains cas, avec ce qu'on appelle, non, on va pas les potentiels redox, vous en parlerez plus tard en terminale, ça se fait pas toujours. Ah. Pour terminer, on va passer sur, un type d'oxydoréduction, c'est ce qu'on appelle les combustions. Combustion, c'est quand il y a une flamme qui se fait. Donc quand on allume une bougie, quand on allume un feu de cheminée, dans le moteur des voitures thermiques, tout ça, c'est des combustions. Pour qu'il y ait combustion, il faut 3 trucs, c'est ce qu'on appelle le triangle du feu souvent. Il faut un comburant, souvent c'est le dioxygène de l'air, un combustible, c'est ce qui va brûler, du bois, de l'essence, du butane, un briquet par exemple, et une énergie, en tout cas ce qu'on appelle une énergie d'activation, pour faire commencer la transformation chimique. Ça peut être de la chaleur, ça peut être de l'électricité, ça peut être mécanique aussi. Quand on frotte l'allumette, ben, on donne cette énergie d'activation par le frottement. S'il n'y a pas ces 3 éléments, soit le feu se démarre pas, soit il s'éteint. Voilà, et dans ces combustions-là, le dioxygène de l'air, c'est un oxydant qui a pour couple l'eau, et le réducteur va être le combustible qui a pour couple le dioxyde de carbone. C'est pour ça notamment que les combustions produisent du dioxyde de carbone. Heu, Hop, est-ce que j'ai pensé à tout vous dire? Non, dernier truc, il y a 2 types de flammes, une flamme bleue ou une flamme jaune. Lorsque la flamme est bleue, on parle de combustion complète. Il y a que, du dioxyde de carbone et de l'eau qui sont produits et aucune particule fine, par exemple. Alors que quand la flamme est jaune, c'est une combustion incomplète. On n'a pas assez de d'oxygène par rapport au combustible. Et là, ça produit des particules, notamment, c'est pour ça qu'on doit ramoner les cheminées, parce qu'il y a de la suie qui se dépose. Parce que dans une cheminée, c'est une combustion incomplète qui se produit, les flammes sont jaunes. Du coup, il y a plein de petites particules qui vont se déposer. Au passage, les combustions incomplètes avec les flammes jaunes, elles produisent aussi du monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique et mortel pour nous, parce qu'il prend la place du dioxygène, dans le sang. Donc voilà, c'est pour ça que quand il y a un incendie, en fait, on tombe dans les pommes avant d'être brûlé parce que le monoxyde de carbone a pris la place dans le sang. Du coup, on tombe dans les pommes et souvent, on est en danger parce qu'on est tombé dans les pommes et pas par les flammes directement. Voilà, donc faites attention, vérifiez bien si vous avez des gazinières et tout ça. On aère après avoir fait un feu de cheminée, et cetera. Bien. Là, on va un petit peu parler, d'énergie au cours des transformations chimiques. Je fais juste comment dire? Une petite initiation, on va dire, ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui vont garder la spécialité notamment l'année prochaine, vous irez voir dans la leçon, c'est bien plus détaillé. Hem, En chimie, en physique, aussi, tout se tout se produit de sorte à ce que les systèmes soient à l'équilibre et l'énergie la plus basse possible. Si une transformation chimique se produit, ça veut dire que l'énergie entre mes réactifs et mes produits, c'est-à-dire que l'énergie des produits, elle est plus basse, que c'est plus stable. Sinon, ça se fait pas. Ce qui veut dire que là, les réactifs, ils ont une certaine énergie chimique. Après combustion, les produits auront forcément moins d'énergie, chimique à l'intérieur d'eux. Par contre, il faut qu'on fournisse, nous, de l'énergie, c'est ce qu'on avait appelé l'énergie d'activation dans le triangle du feu, parce que pour casser les liaisons des atomes et en reformer des nouvelles ensuite, ça nécessite de l'énergie. Donc l'énergie commence par augmenter pour casser les liaisons entre les molécules, pour après redescendre. Ça, ça on va pas détailler ensemble, vous en saurez que pour l'an prochain, ceux qui continuent l'aspect. On va passer directement à ce qu'il vous faut retenir. Il y a 3 trucs essentiels si on doit résumer, tout ce que je dis au plus petit possible. Le tableau d'avancement, c'est un outil pour suivre, les quantités de matière, des réactifs et des produits au cours d'une transformation chimique. On a, un type de réaction à connaître, c'est ce qu'on appelle les réactions d'oxydoréduction qui mettent en jeu un oxydant, un réducteur, il va y avoir un troc d'électrons. Et enfin, les combustions, c'est un cas particulier des réactions d'oxydoréduction puisqu'on troque aussi des électrons dans les combustions. Voilà. J'arrête le film.